Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Sébastien Pierroz. Et Sébastien, j'aimerais qu'on parle justement de Amy. Amy, oui, c'est ça. Amy, l'héroïne du roman. Oui, c'est ça qui va justement amener un vent de légèreté dans la vie de Paul. Parce que Paul a trouvé ça très, très tragique, le départ de sa maman. Il a toujours refusé d'aller la voir au cimetière en compagnie de son père qui va régulièrement lui porter des fleurs. Oui, c'est ça. Et justement, il n'arrive pas à accepter la mort de sa mère. Il est dans un deuil, mais un deuil qui se prolonge des années. Mm-hmm. Et il y a eu... quelque part, pour conjurer la mort de sa mère, il se réfugie dans son travail qui est routinier, dans une vie très monotone. Il a peur, en fait, d'affronter la vie, de s'affronter lui-même. Et c'est justement la rencontre avec cette fille qui est, a priori, un peu folle pour les conventions sociales, mais qui va l'allumer, qui va déclencher l'étincelle qu'il y a en lui et qui va se réveiller progressivement au fur et à mesure du roman. C'était un peu la difficulté le défi du livre, c'était de partir d'un personnage apathique, qui paraît pas très sympathique au premier abord, qui est là, on se dit, bon, il est hésitant, il est mou, et qui à la fin sait ce qu'il veut, et il sait où il va grâce à elle, qui l'a réveillé, en fait. Oui, parce qu'au début, il est en couple avec Marie-Claude, il voit que ça va pas vraiment bien. Mais il prend pas de décision, il est très hésitant. Il veut jamais prendre de décision, il aime pas le conflit, il y a une forme de lâcheté. Et même s'il réussit quand même, il est adjoint dans une entreprise de publicité, c'est quand même pas n'importe qui, il est éduqué, mais il y a une faculté chez lui à ne rien faire, et finalement c'est elle qui va le réveiller et qui va le rendre humain et qui va le rendre, on va dire, artistique, ce qu'il a toujours été au fond de lui, mais qu'il ne veut pas accepter. Et moi, ce que j'aimais aussi dans ce roman-là, c'est la relation d'amitié avec Nabil, mais également avec sa colocataire Karine. La relation est particulière, là. C'est une relation... oui, Nabil est un peu il est un peu un des personnages centraux. C'est le troisième personnage du roman. C'est un immigrant marocain qui est arrivé au Canada et qui a du mal un peu à s'intégrer à la société canadienne et qui se rêve un peu, on va dire... Il rêve de trouver l'amour, Nabil. Ouais, mais l'amour très très dans le cliché nord-américain, oui. C'est-à-dire la belle femme blonde aux yeux bleus. Il rêve de grandeur, c'est ça. Il rêve de grandeur, mais il rêve pas vraiment de bonheur. Et finalement, il est plus dans l'image parce que il fait croire à sa famille qu'il y a un bel emploi ici, que tout se passe bien, que c'est le rêve qu'il avait depuis toujours de venir s'établir ici au Canada. Mais finalement, ça se passe pas exactement comme il voudrait, se trouver un emploi qui dans ses connaissances parce qu'il est ingénieur. C'est ça. Et c'est dur pour les immigrants d'arriver à venir travailler ici au Canada dans le même métier qu'ils travaillaient quand ils étaient dans leur pays, là. Oui, c'est une réalité aussi, c'est-à-dire que quand on est en France, mais partout ailleurs, on nous vend le Canada comme un pays un peu de rêve ou multiculturel, où l'immigration est facile, on a besoin de vous. Mais quand on arrive là, souvent, on voit que la réalité est différente, on voit qu'il faut se battre avec un marché de l'emploi qui est difficile, que le statut d'immigrant n'ouvre pas forcément des portes. On voit beaucoup de doctorants à Toronto, à Ottawa, qui ont des doctorats, mais qui sont dans des taxis ou qui sont dans des shawarma, parce que le marché de l'emploi est pas facile, et même si on a un doctorat, et si on a une expérience professionnelle de 10-15 ans dans son pays original, c'est pas facile. Et Nabil le voit, Nabil déchante, et finalement il trouve un peu de compassion auprès de Paul, et il va comprendre progressivement dans le roman que le bonheur, finalement, c'est pas la grandeur, c'est pas l'argent, c'est pas l'image, mais c'est autre chose de plus subtil. Oui, c'est ça, parce qu'au contact de Paul, lui aussi va changer, Nabil, là. Va faire des modifications dans sa vie, là. Oui, il va en faire progressivement, il va évoluer. Tous les personnages évoluent, en fait. Le but, c'est de montrer les personnages dans un certain aspect au début, mais de montrer qu'ils vont évoluer, et que finalement, ceux qui vont évoluer, c'est ceux qui le veulent. Et il y en a qui vont rester où ils sont parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils sont tous à un pied du mur, ces personnages. Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant un mur? Est-ce qu'on recule? Ou est-ce qu'on dit, bon, on va le sauter et on va voir ce qu'il y a après? Et on parle d'adultère aussi dans le roman. Oui, oui, d'adultère un peu, parce que il y a le patron de Paul Brisson, on va dire, est le quatrième personnage du roman, lui, pour faire simple, qui lui est, pour le coup, il est un peu comme Paul au début. C'était quelqu'un de vol, de lâche, qui trompe sa femme, qui est aussi étranger à lui-même, mais qui a un besoin d'exister, un besoin une soif de pouvoir, parce qu'il a tout le temps été un peu brimé. C'est quelqu'un de timide au fond de lui, mais il a une soif de pouvoir. Donc c'est pas un personnage très vertueux du roman, mais lui, il va faire l'erreur on va dire, de rester comme il est, c'est-à-dire de se cacher, de se dissimuler. Ce qui fait que finalement, peut-être, ou peut-être pas, mais il va pas avoir un destin très, très glorieux tout au long du livre,
Parce que oui, c'est un personnage qui doit se remettre en question. Comme Paul, il y en a un qui va faire l'effort et il y en a un autre qui va pas le faire. Et moi, j'aimerais qu'on parle du titre, entre parenthèses. Est-ce que c'est un titre que tu as trouvé après avoir écrit le roman ou c'est au départ, avant de commencer? Non, c'est bien après, parce que c'était pas le titre initial. Et j'en ai parlé avec mon éditeur, là, Stéphane Cormier, qui m'avait, le titre, voilà, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas qu'il aimait pas trop, le titre, à la base, c'était La parenthèse magique. Ah, OK. J'aime encore mieux celui-là. Voilà. Et il m'a Qui exprime vraiment bien le roman. C'est ça. Et il m'a fait remarquer avec justesse, c'était le mot magique. Bon, il y avait comme quelque chose, peut-être une candeur, une naïveté dans ce terme. Ça fait que, il m'a dit, je te propose entre parenthèses, parce que ça met bien en évidence que vivent les personnages, c'est-à-dire un moment éphémère, quelque chose qu'ils doivent saisir, pour juste, enfin, ça montre un peu, on va dire, la fragilité de l'existence, le titre entre parenthèses, qui correspond finalement aussi à la situation d'Amy. Et puis j'ai dit oui, ça me paraît bien, effectivement, ça me paraît mieux que le titre initial. Et t'es quel genre d'auteur? Est-ce que t'écris avec un plan quand tu commences ton roman? Celui-là, non. Justement, j'avais pas du tout de plan. J'y suis allé vraiment par touche d'émotion. Alors je me suis dit, un jour on va écrire sur ça, un jour sur ça. Et il n'y avait pas de plan précis. Et après, j'ai réuni, j'ai condensé, j'ai collé. Mais si je dois en écrire un deuxième, cette fois-ci, j'aimerais essayer avec un plan précis, quoi. Et est-ce que tu étais le genre d'auteur qui, à tous les matins, se disait « OK, je vais écrire tant de mots » ou pendant tant de temps, ou t'écrivais quand l'inspiration te venait ou quand t'avais le temps de pouvoir écrire? C'était plutôt tous les soirs que tous les matins. Ah oui? Non, mais oui, le soir, c'est mieux pour écrire, je trouve. Parce qu'on est plus coupé du monde. Le soir, il fait nuit, le monde s'arrête. Donc, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'on a plus de recul à écrire le soir ou la nuit, plus que quand il fait jour, quand la civilisation existe derrière les fenêtres. Enfin, déjà, ouais, c'est une impression. Mais oui, il faut une discipline quand même. Mais c'est une discipline qui est difficile à trouver, vu que c'est pas la même discipline que le travail, où on doit se dire, il y a 2 heures de dossier à faire, on les fait. Là, c'est une discipline, mais il faut être dans l'histoire. Si on arrive, on se dit, qu'est-ce que je vais écrire? Ça sert à rien. Il faut être... peut-être y avoir réfléchi durant la journée, et le soir, quand on arrive chez soi, se dire, OK, pendant 2 heures, j'écris. Mais il faut pas se forcer non plus. On écrit avec ses tripes, avec ses sentiments, avec son ressenti. Donc, si ça vient pas, c'est pas seulement un travail cérébral, c'est un travail des sens, quoi. Donc, si ça vient pas, malheureusement, faut pas non plus se forcer. Dans le silence, ou ça prend de la musique? Non, pas de musique dans le silence. Quoique... Non, plutôt quand même dans le silence, quoi. C'est un exercice de solitude d'écrire, souvent. Est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire un deuxième? Oui, bien sûr, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de faire un plan, justement. Donc on verra bien. Mais est-ce que ça sera dans le même genre que ça, ou ça va être complètement différent? Le côté fresque social sera toujours présent, un peu l'analyse sociale. Mais je vais essayer de faire plus rythmé. Et peut-être... le but... J'aimerais vraiment capter les lecteurs à chaque page. C'est dur quand on est écrivain, parce que, je dis tout le temps, le musicien, il a 3 minutes pour capter. Le cinéaste, il a 2 heures, mais l'écrivain, il a plusieurs heures à capter un lecteur. Donc c'est un travail difficile. On vit dans une civilisation de l'instantané. Tout va vite. Les gens n'ont plus le temps de lire. Donc leur donner un livre, c'est un engagement de plusieurs heures. Alors au moins les captiver d'entrée, quoi. Est-ce que ça va se passer encore dans la ville d'Ottawa? Oui, mais ça sera plus large qu'Ottawa cette fois-ci. OK. Si tu me permets, Sébastien, on s'arrête et dans quelques instants, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Ça marche.